Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous nous regardez également sur Espace TV. Merci à vous qui nous écoutez sur Kaniazik du côté de Kindia. Sur cette radio, vous avez la possibilité évidemment d'écouter les grandes gueules. Ce n'est pas un canular, il le dit Titi. Oui, le SLEG et le gouvernement sont bien proches d'un compromis censé mettre fin à une grève qui affectait donc en partie le secteur de l'enseignement. Voici 3 mois maintenant, il le dit, la signature du document de protocole d'accord entre les deux parties prévues pour hier. Lundi, dans la soirée, devrait intervenir dans la journée de ce mardi 8 janvier. Au dernier moment, on apprend que le chef de l'État, le président Alpha Condé, a demandé à s'imprégner du contenu du protocole avant sa signature. Comment on est arrivé à cet accord? Quel a été le déclic? Que peut-on apprendre du contenu du document qui sera soumis à la signature des deux parties dans la journée? Vous le voyez à l'écran, c'est le messie des syndicalistes, évidemment, Monsieur Tibou Camara. Avec lui, on va essayer, en tout cas, de revenir longuement, évidemment, sur cette actualité. Et cette question, qui du mandat des députés guinéens, le président de la République a-t-il écrit à la Cour constitutionnelle pour demander que le mandat de député soit prorogé? Nous posons cette question ce matin. Tant de questions qui alimentent donc la chronique à une semaine pile de la fin officielle du mandat des députés de la 8e législature guinéenne. Quel bilan peut-on faire de cette législature? Nous essayons d'appeler dans la deuxième partie de notre émission Monsieur Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Il va intervenir donc en direct chez les grandes gueules sur Radio Espace. On va continuer avec notre invité déjà installé dans ce studio, Monsieur Tibou Camara, bonjour. Bonjour Lamine et Bienvenue. Bonjour à toute votre équipe. Très bonne année 2019. À vous aussi. Comment vous attaquez cette nouvelle année, Tibou? Disons que, à titre individuel, je souhaite que ce soit une année de paix, de tranquillité. Et pour le pays, bien entendu, nous souhaitons que l'année 2019 ressemble à la prospérité que Espace semble connaître avec ce nouveau studio. Que cette prospérité s'étende à l'ensemble du pays et que nous connaissions des années plus paisibles, des années d'espoir, d'espérance, qui permettent au pays de reprendre les conditions de progrès optimales et de confiance dans notre système démocratique. Est-ce qu'on peut dire une année compliquée aussi, Tibou Camara, fin connaisseur de la politique guinéenne? Vous n'allez pas faire langue de bois ce matin. Toutes les années sont devenues de plus en plus compliquées, partout et pour tout le monde. Donc la Guinée ne fera pas exception à la règle, même si c'est une exception qu'on aurait souhaité. Ce qui est vrai, c'est que le monde est devenu plus difficile. On le voit partout. On est dans des transitions sociales, après les transitions démocratiques que notre époque a connues. Je ne doute pas que l'année 2019, qui se situe à la veille de l'année électorale de 2020, et qui est aussi l'année des législatives, qui vont être un test par rapport justement à l'année majeure de 2020, que la Guinée n'a pas du tout la possibilité de connaître une paix politique, il est évident, mais nous estimons que le débat démocratique doit s'organiser, s'ordonner de manière à ce que, quels que soient les enjeux, on puisse aller dans un climat de sérénité. Je parle de sérénité, beaucoup plus de paix, parce que les enjeux sont tels qu'il y aura un peu d'agitation, c'est normal, mais que cela n'affecte pas la paix sociale et la vie des institutions. Et cette question ce matin, Titi, si tu me permets, est-ce qu'il y a un ticket gagnant en politique, Tibou Camara? Un ticket gagnant? Moi, je pense que aujourd'hui, l'issue des élections est certaine. La demande sociale est très forte. Le renouvellement de la classe politique, on le voit un peu partout. Ça peut commencer par une recomposition, comme l'émergence de nouveaux acteurs. Ce qui est évident, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Et c'est à mieux pour la vitalité de la démocratie et aussi cette offre de renouveau qui fait défaut dans le débat politique, comme vous le dites souvent. Parce qu'aujourd'hui, depuis des générations, la Guinée est en quête d'un modèle démocratique et d'une classe politique exemplaire. Donc nous souhaitons que 2019 soit aussi le commencement de ce renouveau
politique qui va permettre d'enrichir davantage la démocratie, parce qu'aujourd'hui, toutes les cartes sont brouillées et l'horizon semble un peu obscur. Justement, raison pour laquelle je posais cette question. Vous parlez du renouveau. Pour vous, le renouveau, c'est de faire de l'ancien, parce que quand on voit un petit peu l'entourage du président Condé aujourd'hui, on a l'impression que c'est juste le président qui a changé, parce que c'est les mêmes personnes qui étaient là avec le général Lansana Conté qui sont là. On a vu l'année dernière du côté de la Côte d'Ivoire où Ouattara s'est prononcé carrément à dire il faut passer la main. Aujourd'hui en Guinée, Condé pour l'instant, il fait pas l'effort dans ce sens-là. Quand vous parlez du renouveau, vous voulez dire quoi exactement? Le renouveau peut porter sur les pratiques, comme le renouveau peut porter sur les hommes. Chez nous, le renouveau porte davantage, en tout cas pour ce qui est du débat, sur le renouvellement des hommes que le renouvellement des pratiques. On voit que les systèmes changent, mais les pratiques demeurent. Donc, il faudrait davantage insister sur un système de valeurs qui fasse avancer notre projet démocratique, qu'un renouvellement systématique ou automatique des hommes. On a vu aujourd'hui des jeunes qui se comportent moins bien que les aînés et des aînés qui cherchent à renouveler leur offre pour paraître jeunes. Donc, dans cette confusion de genre et d'hommes, il faut tirer peut-être le meilleur parti pour notre pays. Moi, je pense que le renouveau, c'est dans la tête. C'est dans la pratique. Et aussi savoir que notre époque a changé. Et donc, les exigences sont différentes. Parce que, comme je vous l'ai dit, le président lui-même... Le fait que le président ne se prononce pas sur cette question que nous posons tous les jours, je dis quelque part que les médias sont responsables en ce qui concerne le 3e mandat. On a vu la Côte d'Ivoire. On a vu Alassane Ouattara qui a dit il faut passer la main aux jeunes. La démocratie aujourd'hui sur l'Europe, je veux dire, à travers le monde, on voit cette jeunesse prendre son destin en main. Le cas de la Guinée, il faut que vous prononciez dessus, c'est très important. Non, moi, je pense que chacun est dans son rôle. Les médias doivent se poser des questions et ceux à qui ces questions sont posées peuvent donner les réponses. Moi, je pense que, vous savez, vous l'avez dit vous-même, la politique, malheureusement, domine la vie publique dans notre pays. Malheureusement. Et je dirais même que la question du pouvoir pourrit un peu notre projet démocratique. Parce qu'en réalité, tout ce débat porte sur la conquête et la conservation du pouvoir. Ce n'est même pas un débat qui porte sur l'amélioration et la conservation du pouvoir. Le débat politique sur notre pays a toujours porté, et j'insiste et je l'assume pleinement, sur la conquête et la conservation du pouvoir. Moins sur l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, parce que ce débat est un débat de second plan, malheureusement, alors qu'il devrait être au cœur des préoccupations de tout le monde. Et puis ensuite, le débat porte pas sur un système de valeurs démocratiques, mais qui sera le prochain président, qui sera le prochain ministre, qui sera le prochain bénéficiaire d'un décret. Aujourd'hui, le destin personnel et individuel compte beaucoup plus que le projet national et cette communauté de destin que nous devons défendre. Il faut peut-être déjà commencer par inverser la tendance de mettre le pays en avant et de travailler à un destin national plus qu'à l'émergence d'individus, parce qu'on a vu que cela a montré ses limites. On a remplacé les uns par les autres, on a remplacé des régimes l'un par l'autre, et jusqu'à présent, la question du destin national, de la prospérité du pays et du bonheur des Guinéens se pose. Ça veut dire qu'on n'a pas toujours fait, jusqu'à maintenant, les choix utiles, et on n'a pas porté nos choix sur les valeurs nécessaires à faire avancer véritablement la société au-delà de chacun d'entre nous. Mettons un peu en avant le pays, peut-être qu'il se portera mieux que de chercher à améliorer notre sort individuel. Bien. Thibou Camara, notre invité ce matin chez les GG. Il faut qu'on y revienne. Monsieur le ministre, ce constat que vous dressez, le président de la République est-il aussi concerné par cela? Est-ce qu'il est plus préoccupé par la conservation de son fauteuil que par le bien-être, l'épanouissement donc les conditions de vie des Guinéens? Vous savez, il y a un mérite que moi, personnellement, je reconnais au président de la République. Dès le départ et le commencement de sa vie, il a fait un choix qui était de s'engager en politique. Il a été animé par une ambition constante d'être président. Il a dédié sa lutte à conquérir l'État et il a organisé toute sa vie par rapport à la politique. Donc on peut dire que c'est un engagement de conviction, quoi qu'on en pense. Et aujourd'hui, sa présidence est l'aboutissement de ce parcours militant. Combien de personnes aujourd'hui ont une vie militante par le passé avant de s'engager dans la politique? Moi, ce que je veux dire, c'est que tout est une question de choix et de vocation dans la vie. Quand on ne fait pas le bon choix, ou quand on se trompe de vocation le plus souvent, on passe à côté de sa vie. Vous avez choisi d'être des journalistes,
jusqu'à présent, vous y êtes. Et Dieu merci, vous y avez prospéré parce que c'est un choix, c'est une conviction. Mais beaucoup font des choix par rapport, j'insiste, à leurs conditions personnelles et peut-être parce qu'on pense que c'est le raccourci pour réussir. Il faut d'abord faire les choses par vocation, par intime conviction. Alors pourquoi je veux bien revenir sur ceci, parce que ça, c'est important. Lorsque vous demandez à un autre acteur politique, par exemple occidental, pourquoi est-ce que vous vous battez, monsieur le ministre, qui vous répondra: je me bats pour améliorer les conditions de vie de mes compatriotes. Mais à vous entendre, on a comme l'impression que monsieur le président de la République ne s'est battu que pour être président. Et maintenant qu'il est au pouvoir, 8 années après, vous êtes aujourd'hui au sein de cette équipe et vous nous apprenez que les débats ont toujours porté sur comment préserver son fauteuil ou comment le conquérir. Le peuple a-t-il pour une fois été au centre des préoccupations du président de la République, monsieur le ministre? D'abord, je pense que j'ai été mal compris. Je vous ai dit que dès le départ, le professeur Alpha Condé s'est assigné comme objectif de conquérir le pouvoir d'État et a développé pendant ce long processus politique et militant qu'il a connu les idées, les ambitions qu'il portait pour le pays. Donc, dès le départ, il s'est dit: j'ai l'ambition de diriger mon pays parce que j'ai envie de faire ceci et cela. Maintenant, au rendez-vous du bilan, on va mettre en cohérence l'ambition qu'il a portée depuis qu'il était déjà leader politique, la vision qu'il a développée à la tête de l'État, et on saura si sa vocation à diriger le pays a été remplie. Mais ce que je peux dire, c'est que son engagement n'est pas un engagement de hasard. C'est un engagement militant issu d'un choix délibéré. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui font la politique, ils le font par un goût de revanche, soit ils le font par une ambition personnelle. Et je dirais même que c'est des parcours accidentels. C'est pourquoi d'ailleurs ils sont fragiles dans la vie politique et ne sont pas constants le plus souvent dans les principes. Le président Alpha, je le dis parce que c'est un choix délibéré, tout le monde sait que dans l'opposition, il a été constant, porté des valeurs et des principes qu'on ne retrouve plus d'ailleurs, malheureusement, dans le débat démocratique dans notre pays. La façon dont ils avaient de faire la politique, leur génération, avec des valeurs, quoi qu'on puisse en penser, avec des idées et des principes, cette échelle de valeurs, on ne la reconnaît plus dans le débat démocratique aujourd'hui. La politique aujourd'hui se résume à soi, à soi-même, à soi encore, et tout ça. Alors qu'au moins avant, quelle que soit l'ambition personnelle qui sous-tendait le projet politique, mais au moins on mettait en avant les valeurs. Et je pense que depuis qu'il est à la tête du pays, quoi qu'on puisse en penser, il y a quand même eu un tournant dans la vie démocratique. D'abord parce que c'est un militant et un leader politique qui arrive à la tête de l'État. C'est la première fois d'ailleurs, parce que Sékou Touré, c'était un syndicaliste au départ, qui s'est converti à la politique, et on a vu qu'il avait une formation idéologique. Il avait une conviction, quoi qu'on puisse en penser. Donc c'est toujours normal d'avoir une histoire et un parcours avant de se retrouver à la tête de l'État. Il ne faut jamais s'y retrouver par hasard, sinon ça devient un péril commun. Il a le mérite d'avoir eu ce parcours, et je pense qu'on peut le reconnaître aussi, le mérite de faire l'effort de changer le cours de notre histoire, comme il s'était engagé en tant que leader politique. Mais évidemment, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais je pense qu'il a fait de son mieux, et aujourd'hui il est trop tôt dans l'empressement de la cause politique et dans l'euphorie des passions qui caractérisent notre pays, de dire avec beaucoup de lucidité et le recul nécessaire ce qu'il a fait de bien ou de mal. Et moi, bien sûr, j'estime que ce qu'il a fait pour le pays en tant qu'opposant était noble, et le mérite qu'il a aujourd'hui, c'est de vouloir changer une Guinée qui refuse le changement. Voilà, une Guinée qui refuse le changement. À 9h40, ce matin, Thibou Camara, notre invité. Alors, Monsieur Thibou Camara, vouloir changer un pays qui refuse le changement, je ne sais pas, je suis un peu perdu. Vous qui accompagnez le chef de l'État, vous êtes longuement revenu sur son passé, mais il faut dire qu'aujourd'hui, les Guinéens ont plus besoin d'un président que d'un opposant. D'après vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'à ce stade, les Guinéens se demandent encore, se posent beaucoup de questions sur leur quotidien, sur pas mal de choses? Qu'est-ce qui n'a pas marché, honnêtement, à l'avènement à l'arrivée du chef de l'État? Par quoi il a péché? Le problème de tous les chefs d'État, à commencer par le président Alpha Condé, qui sont relayés à la tête de l'État guinéen, leur problème, ce sont les Guinéens. Parce qu'on ne peut pas quand même, de Lansana Conté jusqu'à Alpha Condé, dire que tous les présidents qui étaient là n'étaient pas animés de bonne foi ou ne portaient pas une ambition pour leur pays. Mais moi, je remarque depuis quelques années que tous les présidents qui se sont succédés
avait de bonnes intentions, avait l'intention de changer le pays, de bien faire. avait l'ambition de bien faire. Oui. Le président Alpha Condé, je vais vous dire, moi j'étais optimiste lorsqu'il est arrivé au pouvoir parce que je me suis dit, voilà quelqu'un qui arrive neuf. Neuf, ça veut dire n'ayant pas une histoire ou un passé dans le pays qui constituerait une pesanteur d'aller de l'avant. Parce que lorsque vous êtes issu d'un système où vous avez trop de liens dans la société, il vous est presque impossible de procéder à la rupture, qui suppose une certaine indépendance et une liberté de conscience totale. Donc pas d'alliance, pas de passé, pas une histoire confuse dans le système démocratique ou dans la gestion de l'État. C'était un atout pour changer le pays. Moi, ma déception personnelle, c'est de voir que cette volonté qui était réelle et cette liberté de départ qui était totale ait été confrontée à une réalité telle et à une condition humaine guinéenne telle que les efforts ont été limités, l'action a été entravée et finalement, le président s'est beaucoup plus débattu à surmonter les difficultés liées à ces héritages successifs des régimes et surtout a été confronté à la nature de l'homme guinéen de telle sorte que lui-même, je suis convaincu, qu'il ne se reconnaît pas aujourd'hui dans ce qu'il est devenu par rapport à son environnement immédiat et aussi à la difficulté pour le Guinéen de faire des mutations. Parce que les Guinéens se disent, d'accord, le changement, oui, mais le changement passera et on renouera avec les mêmes habitudes. Donc, le problème de la Guinée, c'est le Guinéen. La difficulté des chefs d'État à changer le pays, c'est l'obstacle que constituent les élites qui, encore une fois de plus, restent les mêmes, trouvent toujours un moyen de trouver une fenêtre dans l'histoire du pays pour préserver leur avenir et bloquer par l'immobilisme qui les a toujours caractérisés toute réforme et toute rupture. Sinon, le président Alpha Condé n'avait pas d'héritage qui l'empêchait de procéder à des réformes profondes. Il a même essayé les premières années. Il a même essayé les premières années, mais vous avez vu très vite, l'environnement l'a rattrapé et tout en se débattant pour préserver sa nature et son indépendance, il a connu ce que tous les autres chefs d'État ont connu, c'est-à-dire la difficulté d'aller de l'avant face à un environnement qui n'est pas toujours facile. Donc, on se rend bien compte que, comme ses prédécesseurs, il a été aussi victime du même système. Et vous avez tantôt dit que dans notre pays, le combat politique a toujours été la conquête et la préservation, la conservation du pouvoir. Est-ce que vous qui pratiquez le président Alpha Condé, vous sentez qu'à date, le président Alpha Condé est toujours dans cette logique? Il s'est battu pour conquérir le pouvoir. Il a été élu en 2015, élu en 2010 et réélu en 2015. Vous sentez toujours l'homme obnubilé par cette propension qui est commune à tous les dirigeants guinéens de vouloir toujours conserver son pouvoir? Non, moi je ne poserai pas le débat en ces termes parce que vous voyez déjà depuis un certain temps, nous sommes dans ce studio, nous débattons de questions dans un contexte d'une actualité réellement brûlante, mais vous avez vu vous-même, vous n'avez pas résisté à la tentation de focaliser le centre d'intérêt de l'émission sur la question de la succession et du pouvoir. Moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, quel système démocratique nous avons, comment améliorer la vie des institutions, comment faire en sorte que le débat politique soit le commencement d'un projet réel pour le pays, comment faire en sorte que la population reprenne espoir dans le pays, reprenne confiance dans son élite et s'organise, comme vous l'avez dit, pour prendre en main son destin, pour qu'au-delà de la volonté de chacun d'entre nous, que l'aspiration profonde et populaire s'impose comme une directive à chacun d'entre nous. Moi, je pense que la question de la succession, parce que c'est de ça qu'il s'agit, que sera la Guinée en 2020, de la conquête du pouvoir en 2020, ou de la continuité du système qui est en place. Voilà aujourd'hui ce qui semble préoccuper et tarauder tous les esprits. Mais moi, personnellement, je me demande quel destin pour la Guinée et qui le mieux sera placé pour incarner notre fierté nationale et nous permettre de renouer avec l'espoir d'une Guinée meilleure. Demander le peuple, mais demander le peuple, c'est un peu ça? Moi, je pense qu'on a tous demandé au peuple. C'est ça le sens des élections. Oui. Je ne vois pas l'innovation. Non. Vous savez très bien de quoi je parle. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Est-ce, monsieur Thibaut Camara, est-ce parce qu'il n'a pas envie de donner une large place aux destins individuels que le chef de l'État ne souhaite pas pour l'heure, 8 ans après donc sa prise de 8 ans de gestion donc à la tête du pays, est-ce pour ne pas donner donc une place prépondérante aux destins individuels qu'il n'a pas
souhaité jusque-là se prononcer sur ses intentions de modifier ou pas la Constitution afin de se maintenir au pouvoir? Ça, c'est la première question que je vous pose. Et la deuxième question, est-ce qu'il n'y a que des avantages au fait que le chef de l'État n'ait pas été mêlé à la gestion de la chose publique dans ce pays, qu'il n'ait pas été au sein de l'administration? Est-ce qu'il n'y a que des avantages à cela? Parce que lorsque le premier poste, le véritable poste que l'on occupe dans sa vie est le poste, la fonction du chef de l'État, il y a bien entendu beaucoup d'errements. Et lui-même, il a reconnu, je ne connais pas la Guinée, je ne connais pas les Guinéens. Moi, je pense d'abord qu'il n'y a pas d'handicap à venir à la tête de l'État quand on a connu la vie qu'il a connue par le passé. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas exercé une responsabilité publique ou n'a pas bénéficié d'un décret en particulier qu'il n'a pas forcément la connaissance ou l'expérience d'un État. Vous savez quand même qu'il a un parcours, et une histoire, et il a une formation aussi qui le prédispose à assumer des charges publiques. Vous savez, on a beaucoup de paradoxes dans le pays. Il est arrivé une époque ici où on a rejeté tout ce qui était ancien. Cela suppose d'avoir eu une expérience, d'avoir exercé la responsabilité publique. On a dit qu'il fallait commencer à zéro, c'est-à-dire partir de gens qui, peut-être, étaient tellement neufs qu'ils n'ont jamais eu d'expérience dans leur vie. On a tenté cette expérience, on a dit non, finalement, c'était prématuré de faire appel à la jeunesse et de lui demander d'assurer la relève. Donc, le plus souvent, on ne veut pas des anciens, mais on trouve que les nouveaux sont assez neufs pour prétendre à des responsabilités. Les grandes gueules. Il faut peut-être mettre en avant les aptitudes et les qualifications pour exercer, et même les profils pour les fonctions, que de dire tel est ancien ou tel est jeune ou tel n'a jamais eu d'expérience dans l'État, parce qu'on a vu quand même que beaucoup de ceux qui ont eu des expériences ne font pas mieux que ceux qui n'ont pas d'expérience et inversement. Donc je pense que nous sommes à la recherche d'un modèle de gouvernance pour notre pays et des meilleurs hommes possibles pour tous les postes de responsabilité. C'est un processus. Moi, je suis optimiste quand je vois la Guinée aujourd'hui et la génération comme la vôtre, et qui dans le domaine de la presse a apporté une révolution que les générations antérieures n'avaient pas eu à faire. Par contre, sur le plan politique, la génération des Alpha Condé, des Bamamadou et des Jean-Marie Doré, permettez-moi l'expression, boxer dans une autre catégorie que la génération d'hommes politiques que nous connaissons aujourd'hui et qui s'explique par la dégradation du débat politique et même la faillite démocratique. Sur la première question, M. Thibaut Camara. Quelle était la question? Je pense que le silence auto, oui. Non, vous l'avez écouté récemment à l'intérieur du pays. Il a fait également de nouvelles promesses, mais qu'il souhaite réaliser parce qu'il a quand même utilisé le jeu. Il dit, je vais faire de la Guinée dans 5 ans le pays le plus électrifié et tout ça. Est-ce que ça sous-entend beaucoup des choses, une sorte de maintien au pouvoir? Vous savez, le programme de développement économique et social de la Guinée s'étale sur un horizon qui va au-delà d'un mandat, de 2 ou de 3 mandats. Ce n'est pas parce que je veux une vision. Si vous permettez une vision, non, une planification pour un pays n'est pas forcément liée à un mandat ou à l'expression d'une volonté personnelle. Le président ne vous a pas dit dans 5 ans. Non, ben oui, le jeu peut être lui comme ça peut être la fonction. Qu'est-ce que vous en savez? Demandez-lui une clarification. Non, mais vous êtes demandez-lui une clarification. Demandez-lui une clarification. Ça ne m'appartient pas. Non, demandez à celui qui s'est exprimé ainsi une clarification, parce que n'oubliez pas que la personne se confond à la fonction et à l'institution. Laquelle des deux a parlé? Demandez-lui, il est encore là. Alors avant d'aller à la pause, forcément, vous êtes hier, on a écouté Mohamed Bangoura, Roméo, le responsable de la communication du SLEG. Vous qualifiez du messie de la Guinée. Vous avez repris le dossier, le brûlot de cette grève à la dernière minute, au moment des fêtes. Et en moins d'une semaine, c'est, on va dire, la fumée blanche qui jaillit. Comment vous avez fait, M. Thibaut Camara? Quel est votre secret? D'abord, je voudrais dire que, très sincèrement, et ça, c'est ça la moindre démagogie, je ne crois pas à un destin isolé dans un pays où, à la qualité de surhomme, apprenant à être modeste, je ne crois pas qu'un seul homme, à lui seul, puisse faire un miracle. Mais il est évident que parfois, certains peuvent avoir plus de chance que d'autres.
Vous savez, quand il y avait les campagnes... Oui, il faut être modeste. Moi, je pense que... Ça ne passe pas. Moi, je pense que... Ça ne passe pas. D'abord... Ça ne passe pas. Si vous avez... Non, ça ne passe pas. La patience de m'écouter. Je veux bien. Vous saurez jusqu'où. Mais là, ça ne passe pas. J'ai envie d'aller. Et où je voudrais en venir. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que, très sincèrement, faisons chacun ce que nous avons à faire et laissons à chacun aussi la liberté de commenter ce que nous avons à faire. Vous savez, moi, je vais vous dire ma conviction. Dans ce pays, on parle beaucoup. On a passé toute notre indépendance, toute cette époque démocratique à parler de tout et de rien. Lorsqu'il s'agit de parler, c'est facile, mais très peu entreprennent d'agir. Moi, je préfère de loin le risque de l'action et l'inconfort parfois de prendre des initiatives que la résignation du silence ou la difficulté à entreprendre. Faisons ce que nous devons faire pour notre pays. Moi, je pense qu'on est arrivé à un stade entre le gouvernement et le syndicat où il fallait une personne peut-être qui peut être écoutée par les deux parties en toute confiance pour renouer le fil du dialogue et rétablir la confiance. Parce que dans la négociation, l'élément clé, c'est la confiance. On ne peut pas faire une médiation. D'où ma question, elle est très importante. On en parlait hier, la confiance, la crédibilité. Lorsque des grévistes, par exemple, demandent à avoir tel interlocuteur, c'est de leur droit et bien évidemment pour faciliter la tâche. Mais alors, pourquoi? Parce que ce n'est pas une première. Je crois qu'il y a eu des manifestations encore en Guinée. C'est vous qui êtes venu, disons, sauver, entre guillemets, mais moi la question c'est... Exactement, ma question c'est où est-ce que vous étiez avant? Parce qu'après il faut durer dans la crise, on voit M. Thibou qui arrive. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à temps alors que pour ceux qui sont concernés, vous êtes la personne idéale? Qu'est-ce qui se passe? Bangoura, le joker, on ne le sort qu'à la fin. Oui, mais il faut pas faire son temps. Toujours. Est-ce que vous êtes le joker? Parce que répondre. J'ai envie de comprendre, parce que monsieur le ministre, en répondant à cette question, vous allez peut-être éclairer à l'antenne sur certaines critiques qui viennent d'ailleurs de votre propre camp, parce que d'aucuns pensent que vous entretenez la crise. Ensuite, vous venez en sapeur-pompier proposer vos solutions. Je pense que vous avez bien fait d'évoquer cette question, parce que évidemment, ça explique en partie parfois les difficultés pour notre pays à avancer. On ne fait rien et on essaie de jeter la pierre à ceux qui tentent de faire quelque chose. D'abord, je ne suis pas auteur de la crise, ni d'aucune crise dans ce pays. Chacun sait comment les crises viennent et je ne pense pas que j'en sois ni la raison, ni le responsable. Les revendications du SLEG sont connues, elles n'ont rien à voir avec ma personne. Et ceux qui sont en charge de négocier avec que ce soit les partenaires politiques et les partenaires sociaux sont connus. J'appartiens à un gouvernement où chacun a son rôle, les responsabilités sont claires et délimitées, et aussi il y a une discipline à observer. J'appartiens à un gouvernement, je ne peux pas m'envoyer moi-même en mission. Je suis d'accord. Ou m'imposer dans des rôles qui ne sont pas les miens. Mais lorsqu'on arrive à une difficulté, ce n'est même pas seulement en tant que membre du gouvernement, mais il est du devoir de chaque citoyen, lorsque le pays arrive à une sorte d'impasse, d'user de ses moyens, de son influence et même de sa relation avec certains des acteurs pour essayer de faciliter la conclusion d'un accord. Si vous avez remarqué, je n'ai pas entrepris de négociations officielles, je ne me suis pas exprimé sur le sujet parce que justement, je ne suis pas dans un combat de reconnaissance, de leadership ou de rivalité avec quelqu'un d'autre. Moi, ce qui aurait fait mon bonheur, c'est que le pays ne connaisse pas de crise. Ce qui aurait fait mon bonheur. Voilà. Ce n'est pas de résoudre des crises. Et surtout, ça, je n'en suis ni l'auteur, ni le responsable. Moi, je ne fais la polémique, laisse qu'elle en vaut la peine. Et ceux qui la suscitent en valent la peine. Dans ce cas, si ils ont envie d'un débat véritable, comme moi, j'en appelle souvent, mais qu'ils viennent me le dire en face. Surtout que moi, j'ai une éthique qui fait que je ne joue pas contre mon camp et je ne marque pas contre mon camp. Ce que j'ai envie de dire, je le dis et tout le monde l'entend. Mais c'est dommage qu'à une époque démocratique, qu'on passe par d'autres pour exprimer son opinion et ses convictions. Ceux qui ont envie de me faire des reproches, qu'on fasse le débat. Voilà, on a touché la plaie. Et on revient dans 5 minutes.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.